Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Je vais continuer ce chapitre numéro 4 qui est sur les postulats de la mécanique quantique. Et dans cette vidéo, je vais présenter la partie numéro 2. Dans cette partie, donc le plan, on va voir donc le postulat numéro 4 qui s'intitule Principe de décomposition spectrale. Donc, cette décomposition va dépendre de la nature du spectre, comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, la partie numéro 1 de ce chapitre. Donc, on va voir lorsque le spectre il est discret et non dégénéré, et puis lorsque le spectre il est discret dégénéré, et lorsque le spectre il est continu non dégénéré. Dans les trois cas, je vais vous donner quelques exemples d'applications. Ce sont en fait de petits exercices comme ça avec leur correction. Bien. Bien, donc aujourd'hui, on va voir le postulat numéro 4 qui est sur le principe de décomposition spectrale. Dans la vidéo précédente, dans la partie numéro 1, j'ai présenté les trois premiers postulats, postulat 1, 2 et 3, et là, je continue donc le postulat numéro 4. Pour ce principe de décomposition spectrale, donc, on va commencer par le premier cas, lorsque le spectre il est discret et non dégénéré. Bon, en fait, ce principe de décomposition spectrale, il s'agit du calcul de la probabilité pour trouver une valeur propre, donc ce que nous avons déjà vu dans le postulat numéro 3. Donc, le postulat numéro 3 nous indique lorsqu'on fait la mesure d'une grandeur physique, on peut trouver l'une des valeurs propres de l'observable qui lui est associée. Alors, ce postulat numéro 4 nous donne l'expression des probabilités pour trouver l'une ou l'autre des valeurs propres qu'on va trouver par la mesure. Donc, le premier cas, c'est le spectre discret non dégénéré. Donc, lorsque l'on mesure la grandeur physique A attachée à un système dans l'état normé psi, eh bien, la probabilité P de AN pour que le résultat de la mesure donne la valeur propre non dégénérée AN de l'observable A correspondante est exprimée sous la forme suivante. Donc, on prend l'état normé psi, et puis on le projette sur le vecteur phi n, et on prend le module au carré. Le vecteur phi n, c'est le vecteur propre de l'observable A associé à la valeur propre AN. Donc, c'est la probabilité pour trouver la valeur propre à n. Donc, on prend l'état psi, l'état du système, lorsqu'on va faire la mesure, on le projette sur le vecteur propre de AN, on prend le module au carré, ça nous donne la probabilité pour trouver la valeur propre à n. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va l'exprimer d'une autre manière en utilisant le fait que ces vecteurs propres de l'observable A constituent une base dans l'espace des états E, et le vecteur d'état, l'état du système, peut s'exprimer sous forme d'une superposition, d'une combinaison linéaire de ces vecteurs phi n qui forment une base. Donc le Cn ici, c'est la composante du ket psi, donc on pourra l'écrire sous forme de la psi scalaire phi n. Donc psi scalaire phi n, ou bien psi projeté sur le vecteur phi n, le vecteur de base, qui est vecteur propre de l'observable là aussi, ça nous donne cette composante. Donc, on pourra aussi exprimer la probabilité pour trouver cette valeur propre à n non dégénérée. Donc, on est dans le cas non dégénéré sous forme de PAN égale la composante Cn au carré, le module de la composante Cn au carré. Donc, on prend la composante et on prend son module au carré. Voilà donc pour le premier cas, dans le cas où la valeur propre, ou bien le spectre, il est discret, autrement dit quantifié en fait. Donc le spectre quantifié et non dégénéré. Alors un petit exercice, une petite application. Prenons le cas d'un puits de potentiel infini à une dimension. Et je rappelle les énergies propres et les fonctions propres de cette particule ayant une masse m qui se trouve dans un puits de potentiel infini de largeur a. Donc, les énergies et même les fonctions propres sont quantifiées. Donc, on l'a déjà vu précédemment. Donc, je rappelle l'expression des énergies qui est la suivante. Donc, En est égal à n carré h bar, c'est la constante de Planck réduite. Pi, vous la connaissez. M, c'est la masse de la particule. Et A, c'est la largeur du puits. Les fonctions propres sont données par l'expression suivante. Bon, là aussi, on a fait le calcul de toutes ces expressions-là. Donc, c'est racine de 2 sur A, le sinus de np sur AX. Donc là, c'est
C'est un cas à une dimension, donc la variable c'est x. Alors la fonction d'onde, elle est obtenue par la projection du vecteur phi n sur le vecteur de base continu x. Hein, donc ça nous donne directement cette fonction d'onde à l'ordre n. Bien, donc on suppose que l'état à l'instant initial, à l'instant t0, est donné par cette expression, donc elle est composée de deux vecteurs de base, phi1 et phi2. Bon, on pourra mettre plus d'ailleurs, mais là je donne juste un exemple d'application. Donc on considère l'état du système à l'instant initial est donné par cette expression 1 sur racine de 2 phi1 moins i sur racine de 2 phi2. Donc 1 sur racine de 2, c'est la composante suivant phi1 et moins i sur racine de 2, c'est la composante suivant phi2. Alors, quel est le résultat de la mesure d'énergie pour ces systèmes et leur probabilité? Donc là, on va répondre en fait aussi bien au postulat numéro 3 qui indique le résultat de la mesure et ensuite on va exprimer les probabilités. D'accord? Donc, quel est le résultat de la mesure? Pour ce système-là, donc, une particule qui est dans un puits de potentiel infini dont l'état est exprimé sous cette forme. Donc, dans ce vecteur d'état du système, on a deux vecteurs qui apparaissent, deux vecteurs de base qui sont des vecteurs propres de l'énergie aussi, de l'hamiltonien. Donc, phi1 ici, hein, donc c'est n égale à 1, comme nous l'avons vu, ça correspond à l'énergie E1. D'accord? Donc, phi1, c'est l'état propre associé à l'énergie E1. Pour n égale à 1, en fait, c'est l'état fondamental. Hein. Donc, E1, c'est l'énergie de l'état fondamental de cette particule qui est dans un puits de potentiel infini. Le vecteur ici, phi2, c'est un vecteur propre qui est associé à l'énergie E2, qui est l'énergie du premier état excité de cette particule. Donc là, je remplace n carré par 1, et là, je remplace n par 2, donc ça donne 4 sur 2. Donc, je laisse les valeurs comme ça, vous comprenez, lorsque je remplace. Voilà, donc ces deux vecteurs-là sont des vecteurs respectifs de E1 et E2 qui apparaissent dans l'état du système. Donc, si on répond à la question quels seront les résultats de la mesure de l'énergie du système, eh bien, suivant cette expression, on va avoir deux résultats possibles. Donc, soit E1, soit E2. Hein, parce qu'il faut voir les vecteurs qui apparaissent dans le vecteur d'état du système. Bien, donc selon le postulat numéro 3, le résultat de la mesure de l'énergie nous donne ou bien la valeur propre E1 ou bien E2, donc l'une ou l'autre. Maintenant, on va calculer les probabilités pour trouver E1 et la probabilité pour trouver E2. Je rappelle que ce sont des énergies non dégénérées, on l'a déjà indiqué précédemment, lorsque la particule qui est dans un puits du potentiel a une dimension. Okay? Donc, la probabilité pour trouver la première énergie E1, eh bien, d'après l'expression que j'ai donnée dans le postulat, c'est le produit scalaire de psi avec le vecteur phi1, qui est le vecteur propre de cette valeur, de cette énergie propre. OK? Psi projeté sur phi1 et on prend le module au carré, ça veut dire que cette C1-là, c'est la première composante suivant le vecteur phi1 ici. Donc, est égal à 1 sur racine de 2. Donc là, vous voyez que j'ai mis le carré parce que c'est un réel. Et lorsque la composante elle est réelle, eh bien, le module au carré est égal au carré. Hein, donc, soit on met le module, soit on met le carré. C'est un réel, donc il n'y a pas de problème. Par contre, lorsqu'il est complexe, ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai ici 1 sur racine de 2. Le module au carré est égal au carré de 1 sur racine de 2, qui est égal à 1 demi. Bien, la deuxième probabilité correspondant à l'énergie E2 dans le vecteur propre, c'est phi2. Eh bien, on projette l'étape psi sur le vecteur phi2 et on prend le module au carré, hein, ou bien on remplace par le module au carré de cette composante de phi2. Okay? Donc, est égal au module au carré de moins i sur racine de 2, qui est égal à 1 demi. Hein, okay? Donc, vous voyez là, on ne peut pas mettre le carré. Hein, donc, ce n'est pas le carré, c'est le module au carré. Lorsque je prends le carré, ça va donner moins 1. Hein? Lorsqu'on prend le module au carré de i ou bien de moins i, c'est 1. D'accord? Donc, c'est moins i multiplié par son conjugué qui est plus i. Hein? Nous avons moins i multiplié par plus i, ça me donne 1. Voilà, donc j'ai ici la probabilité pour trouver E1 égale à 1 demi, la probabilité pour trouver 1 demi, pour trouver E2 est égale à 1 demi, donc ils ont
Si vous voulez, chaque énergie, elle a la même, autant de chances, 50-50, hein, 50% de chances pour trouver E1 comme résultat de mesure, ou bien pour trouver E2 comme résultat de la mesure. Et on vérifie que lorsqu'on calcule la probabilité totale, c'est-à-dire 1 demi plus 1 demi égale à 1, hein, qui représente aussi la norme de ce vecteur. Hein. Donc la norme de ce vecteur est égale à 1 demi, est égale au module de ce terme au carré, plus le module de ce terme au carré, c'est 1 demi plus 1 demi qui est égal à 1. Voilà cet exercice d'application avec cette correction correspondante. Donc ça, c'était le cas où le spectre était discret et non dégénéré. Donc on a vu l'exemple correspondant au postulat numéro 3, donc, que j'ai donné dans la vidéo précédente, hein, et le postulat numéro 4 qui nous donne la probabilité pour trouver l'une ou l'autre de ces énergies propres dans ce cas, bien d'une valeur propre dans le cas général. Bien. Le deuxième cas, c'est dans le cas où le spectre il est toujours discret, mais il est dégénéré. OK? Eh bien, sachez bien que la forme ou bien l'expression de la probabilité n'est plus la même que tout à l'heure, hein, parce que la valeur pro va avoir plus d'un vecteur propre. Donc, la probabilité dans ce cas, la probabilité pour trouver la valeur propre AN, hein, eh bien, cette AN étant dégénérée, hein, qui est une valeur propre de l'observable A, eh bien, voilà l'expression de cette probabilité. C'est la somme sur de I allant jusqu'à Gn de la produit scalaire de l'état psi du système sur tous les vecteurs propres de AN. Hein. Donc, Gn ici, c'est le degré de dégénérescence de la valeur propre AN, c'est-à-dire AN possède Gn vecteurs propres. Donc, il y aura Gn ici, donc I allant de 1, 2, 3 jusqu'à Gn. Donc, il faut faire la somme de toutes les projections, enfin du module au carré de toutes les projections. Donc, psi sur phi NA, le module au carré, plus psi sur phi N2, le module au carré, etc. Donc, ça dépend de la valeur de Gn, c'est-à-dire du degré de dégénérescence de la valeur propre AN pour laquelle on exprime la probabilité. Je rappelle aussi, bon, ce sont des choses que j'indique à chaque fois et j'ai déjà indiqué cela. Donc, l'ensemble de ces vecteurs propres de la même valeur propre à AN, hein, de l'observable A, forme un sous-espace EN, si vous voulez, de dimension Gn, de dimension, c'est-à-dire le degré de dégénérescence de la valeur propre à n. Il est formé par l'ensemble des vecteurs propres de A, okay, qui correspond à cette valeur propre à n. Eh bien, c'est un sous-espace, hein, et constitue une base orthonormée, mais pas complète, hein, donc une base orthonormée, c'est-à-dire la relation d'orthonormalisation entre les vecteurs. Eh bien, donc le vecteur d'état peut être développé dans cette base. Hein, donc voilà la sommation de I allant jusqu'à Gn de la composante CNI, le vecteur phi NI, mais il faut faire la sommation sur tous les n, hein, sur tous les vecteurs de toutes les AN, hein, donc de toutes les valeurs propres à n. Okay? Bien, ce CNI, bon là, si on l'a déjà vu dans le formalisme, il est donné par la projection de l'état psi sur le vecteur phi NI, okay, le vecteur correspondant ici. Donc, avec CNI, c'est psi scalaire phi NI, ou bien psi projeté sur phi NI. Donc, en utilisant le fait que cette projection de psi sur phi NI est égale à cette composante, on pourra encore exprimer la probabilité pour trouver cette valeur propre à n qui est Gn fois dégénérée est égale à la somme de I allant de 1 jusqu'à Gn de cette composante CNI au carré, le module au carré, tout simplement. Donc, soit on exprime psi projeté sur phi NI, le module au carré, ou bien on écrit tout simplement les composantes CNI module au carré. Voilà, je vous donne encore un petit exercice, une petite application. Hein. Mais dans ce cas, on veut voir le cas où il y a des valeurs propres qui peuvent être dégénérées. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre maintenant le puits de potentiel à deux dimensions. Alors, ce puits de potentiel à deux dimensions, il possède un mélange, en fait. Donc, les énergies du système vont être, il y a des énergies qui vont être dégénérées et des énergies qui vont être non dégénérées. Donc, on va appliquer les deux cas précédents. Donc, pour ce puits de potentiel à deux dimensions et que nous avons déjà utilisé précédemment, donc les énergies propres, elles sont exprimées sous cette forme-là. Hein. Donc, Nx, Ny, donc là, deux dimensions, X et Y, donc est égal à la somme des énergies pour chaque dimension, Nx plus Ny,
Ici, on met la constante h bar carré pi carré sur 2ma au carré. Et puis, facteur de la somme des carrés de nx et ny carré. OK? Pour les fonctions propres, hein, bien, c'est le produit des fonctions relatives à chaque dimension. Hein. Donc là, vous voyez bien, on utilise des notions du produit tensoriel. Hein. Donc, c'est le produit des fonctions suivant x, suivant y. Hein. Donc, vous rappelez-vous bien, lorsqu'il s'agit d'une dimension, on avait racine de 2 sur a. Donc là, on a racine de 2 sur a multiplié par racine de 2 sur a, ça donne 2 sur a. Donc, chaque fonction, elle rapporte un racine de 2 sur a. Et je rappelle encore que cette fonction propre, elle est obtenue par la projection du vecteur phi nx, ny, hein, qui est le produit tensoriel de deux vecteurs phi nx, tensoriel phi ny, projeté sur la base xy à deux dimensions. Donc là, il faut voir le chapitre correspondant au postulat, le chapitre numéro 3 et la partie numéro 3, dont j'ai indiqué cette base-là à deux dimensions. Donc, ce produit scalaire entre ce vecteur et cette base, c'est le produit c'est la projection, bien, le produit scalaire de chaque vecteur dans l'espace des états correspondants. Donc, celui-là dans EX projeté sur la base X et ce vecteur de base dans EY projeté sur la base Y. Donc, il va donner phi nx de X multiplié par phi ny de Y. C'est ce que nous avons ici. Donc, cette fonction-là, c'est le produit de deux fonctions, phi nx de x multiplié par phi nx de y, qui donne cette fonction phi nx ny des deux variables x, y. Donc voilà, j'explique un petit peu en même temps. Donc, je rappelle les notions du produit tensoriel que nous avons vu dans le chapitre précédent, le chapitre numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, on veut appliquer ces notions de ces postulats. Bien sûr, les postulats 3 et les postulats 4, ils vont ensemble. Donc, tout d'abord, on donne l'état du système à un instant où on fait la mesure. Donc, l'état du système maintenant, c'est un état qui est formé par des vecteurs de base qui sont des produits tensoriels. Hein. Donc là, j'ai phi1 tensoriel phi1, ici phi1 tensoriel phi2, phi2 tensoriel phi1, et ici phi2 tensoriel phi2. Donc, le premier indice, c'est suivant, c'est nx. Le deuxième indice, c'est ny. Hein. Donc, ici, nx égale à 1, ny égale à 1. Ici, nx égale à 1, ny égale à 2. Et là, vous avez nx égale à 2, ny égale 1. Et ici, vous avez nx égale à 2 et ny égale à 2. Donc, chaque indice correspond à l'espace des états bien définis. OK? Alors maintenant, le postulat 3, hein, quel serait le résultat de la mesure? Okay. Donc le résultat de la mesure de l'énergie, bien sûr, hein, ça va donner l'une des énergies l'une de l'énergie propre, l'une du valeur propre de l'Hamiltonien. Alors voyons ici la composition du vecteur d'état. Donc il est composé de quatre vecteurs. Quatre vecteurs, donc j'ai ici phi1, phi1,2, phi2,1 et phi2,2. Donc chaque vecteur ici, c'est un vecteur propre qui correspond à l'énergie, à l'une de l'énergie ENX, ENY. OK? Donc les énergies qu'on va avoir comme résultat de mesure, soit E11, soit E12, E21 ou bien E22. Hein? Donc ce sont les énergies de ce système-là. Et quand on va faire la mesure, on va trouver l'une ou l'autre, hein, mais pas toutes, hein, pas toutes les valeurs propres, mais l'une parmi ces valeurs. Alors, quelle serait la probabilité pour trouver l'une ou l'autre de ces énergies propres, de ces valeurs propres? Okay, donc ça, c'est le postulat numéro 3. Et maintenant, on va passer vers le postulat numéro 4. Donc, on va passer vers le calcul de la probabilité pour trouver ces énergies, l'une ou l'autre des énergies. Et pour ce faire, il faut tout d'abord donner le degré de dégénérescence relatif hein, à chaque énergie propre. OK? Bien. Donc, je rappelle l'expression des énergies de ce système-là, hein, et puis le vecteur propre correspondant à cette énergie. Et je commence par l'état fondamental pour lequel nx égale à 1, ny égale à 1. En fait, les nx et ny appartiennent à n étoile. Ils doivent être différents de 0. Hein, donc, il n'y a pas de 0. Donc, les valeurs minimales de nx, ny, dans le cas d'un puits de potentiel, c'est 1. Donc, ce n'est pas 0. Donc, l'énergie de l'état fondamental, c'est E1, qui est égal ici, après avoir remplacé ici nx par 1 et ny par 1. Donc, ça va donner 1 plus 1 divisé par 2. Donc, ça donne ce terme-là. Donc, le 2 se simplifie avec le 2 qui est là.
et qui correspond à un état fondamental. Donc, il y a une seule possibilité, c'est que nx égale à 1, ny égale à 1. Donc, c'est phi à 1. OK? Donc, l'énergie de l'état fondamental est une énergie qui est non dégénérée. Bien, on va passer vers la deuxième énergie, qui est l'énergie du premier état excité. Hein, et l'énergie du premier état excité, il suffit de prendre soit nx égale à 2, soit ny égale à 2. OK? Donc, c'est E1,2 qui est égal à E de 1. Et lorsqu'on remplace ici, vous avez le cas où nx égale à 1, ny égale à 2. Donc, on va avoir 1 plus 2 au carré, c'est-à-dire 1 plus 4, qui va donner 5. De la même manière, lorsque nx égale à 2, ny égale à 1, eh bien, on va trouver la même chose. Je vais avoir 4 plus 1, c'est toujours 5. Donc, c'est la même énergie. Donc, cette énergie du premier état excité, eh bien, elle va être décrite par deux vecteurs propres, phi1,2 et phi2,1. OK? Pour nx égale à 1, ny égale à 2, et pour nx égale à 2, ny égale à 1. OK? Donc, cette énergie du premier état excité va être 2 fois dégénérée. Donc, voilà un exemple d'une valeur propre qui est dégénérée. Et ici, le degré de dégénérescence est égal à 2. Hein, donc, Gn égale à 2. Gn de cette énergie. Hein. Passons vers l'état suivant, l'état excité suivant. Ça va être le deuxième état excité. Eh bien, là, on a 1, 2, 2, 2. Maintenant, il suffit de rajouter plus 1 ici et plus 1 là. Donc, ça va donner une seule énergie, E de 2. Hein, donc, le cas où nx égale à ny égale à 2. Hein, donc, on remplace ici. On va avoir 2 carrés plus 2 carrés, c'est 4 plus 4, 8. Divisé par 2, ça va donner 4. OK? Et cette énergie E de 2 va correspondre à un seul état propre. Hein. Il y a un seul cas, c'est nx égale à ny égale à 2. Donc, l'état propre de cette énergie du deuxième état excité, c'est phi de 2. Autrement dit, cette énergie E de 2 va être non dégénérée. Bien, donc voilà les vecteurs. Donc là, j'ai pris les énergies qui correspondent aux vecteurs qui apparaissent dans l'état du système, dans l'état psi. Hein. OK, donc dans l'état, il y a phi 1, phi 1, 2, phi 2, 1 et phi 2, 2. Et j'exprime les énergies propres correspondant avec le degré de dégénérescence. Bien, maintenant, donc, une fois que nous avons donné les vecteurs propres correspondant à chaque énergie propre et le degré de dégénérescence, maintenant, on pourra calculer la probabilité pour trouver l'une ou l'autre de ces trois énergies. Donc là, on a trois énergies, donc on va calculer trois probabilités. Mais pour le premier cas, on va utiliser l'expression de la probabilité correspondante à une valeur propre non dégénérée, là aussi. Hein. Mais pour le cas ici, on va utiliser la probabilité correspondante à une valeur propre qui est dégénérée. Okay? Donc là, elle est deux fois dégénérée. Allons-y. Je rappelle mon état que j'ai donné tout à l'heure, donc l'état du système. Eh bien là, je vais vous donner des petites indications de la manière, enfin les astuces pour exprimer la probabilité, donc d'une manière très simple. Tout d'abord, j'appelle ces composantes-là, j'appelle ici la première composante, c'est A1, qui correspond au vecteur phi A1. J'appelle la deuxième composante ici, c'est 1,2, correspondant au vecteur phi 1,2. Et ensuite, C de 1, correspondant au vecteur phi de 1, et enfin, C de 2, correspondant au phi de 2. Comme ça, vous allez voir, donc je vais remplacer par les composantes que j'ai déjà données dans la définition de la probabilité. Alors, commençons par la probabilité pour trouver la première énergie correspondant au niveau fondamental, donc E1, qui était une énergie non dégénérée. Hein, donc, il y a un seul terme dans la probabilité. Donc, c'est la projection de psi sur ce vecteur propre, qui est vecteur propre de l'énergie E1. Hein. Donc, psi projeté sur phi1, ce n'est autre que cette composante-là. Donc, cette probabilité est égale au module de C11 au carré. Et le module C1 au carré, c'est ce module de 1,5. Là, c'est un réel, donc je peux écrire le module comme je peux écrire le carré, qui est égal à 1 sur 4. Voilà donc la probabilité pour trouver l'énergie E1,1, qui est l'énergie de l'état fondamental. Passons vers le premier état excité, qui est E1,2 et E2,1. Nous avons vu que cette énergie, elle est deux fois dégénérée. Donc, ces deux vecteurs-là sont tous les deux vecteurs propres à cette énergie E1,2 qui est égale à E2,1. Donc, on va la calculer, cette probabilité.
Donc, il faut calculer une probabilité pour cette énergie, hein. Faites attention, on ne calcule pas de probabilité. Bon, il y a des étudiants qui calculent la probabilité de 1, 2, et puis E1, 2, et puis la probabilité de E de 1, c'est faux. Donc, il faut exprimer une seule probabilité. Donc, il s'agit de la même énergie, hein, de la même valeur. Donc, c'est une valeur numérique en fait. Si je remplace dans l'expression qui est 5h bar carré pi carré sur 2m carré, ça me donne une valeur numérique qui est bien connue. Voilà, donc la probabilité pour trouver cette énergie qui est 2 fois dégénérée, ça va être, donc, j'applique, je rappelle l'expression que j'ai donnée dans la définition, c'est la projection de l'étape 6 sur les vecteurs phi n i, et là j'ai i allant de 1 jusqu'à 2, parce parce que c'est une énergie qui est 2 fois dégénérée, donc elle a 2 vecteurs propres. Je vais utiliser les notations qu'on a utilisées ici, donc ça va être la somme des modules au carré de psi projeté sur phi 1, 2, plus psi projeté sur phi de 1. Hein, donc, module au carré plus le module au carré. Et je vais utiliser la composante correspondante. Donc, on pourra exprimer sous la forme du module au carré de C1, 2 plus le module au carré de C2, 1. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, vous n'aurez plus besoin d'écrire tout ça. Donc, quand vous calculez une probabilité, vous regardez la composante et vous prenez le module lorsqu'il est non dégénéré, donc une seule composante. Lorsqu'il est dégénéré, donc c'est le degré de dégénérescence. Là, j'ai le degré de dégénérescence égal à 2, donc j'ai 2 termes ici. Si le degré de dégénérescence est 3, il va y avoir un troisième terme, hein. Donc, c'est la somme de i allant de 1 jusqu'à gn, hein. Donc, c'est 1, 2 plus ci de 1, enfin, c'est 1, 2 au carré, le module, plus ci de 1 au carré, le module au carré. Donc, c'est la somme des modules au carré de ces deux composantes qui sont là. Donc, ça va être le module de i sur 2 au carré plus le module de 1 demi au carré qui est égal à 1 quart plus 1 quart qui est égal à 1 demi. OK? Donc, vous voyez là, j'ai enlevé, ici, j'ai enlevé le module pour vous montrer que dans le cas où la composante elle est réelle, ce qui est le cas ici, donc on peut écrire soit le module comme je l'ai fait ici, ou bien on pourra écrire tout simplement le carré. Par contre, pour le complexe, non. Pour le complexe, le module de i, c'est 1. Le module de i carré, c'est 1. Donc, c'est 1 quart plus 1 quart égale 1 demi. Et enfin, la dernière probabilité pour trouver l'énergie E de 2, qui est une énergie non dégénérée associée à ce vecteur phi de 2, qui est donné par un seul terme, donc c'est le produit scalaire de psi phi de 2, le module au carré, ou bien je peux écrire la composante de C de 2, le module de C de 2 au carré. Donc, qui est égal au module de cette composante moins i sur 2 au carré, okay, qui est égal à 1 sur 4. Hein. Voilà. Bien, donc voilà les 3 probabilités correspondantes aux 3 énergies pour ce système-là, dans cet état-là. OK, donc on vérifie toujours est-ce que la somme des probabilités est égale à 1. Donc là, j'ai 1 quart plus 1 quart, c'est 1 demi plus 1 demi est égal à 1. Donc la somme des probabilités qui est égale à 1. OK, donc cette sommation, bien, cette vérification, en fait, c'est la norme de psi. Si je calcule la norme de psi, bien, c'est la somme des composantes, enfin du module de composantes de ce vecteur d'état. OK, donc c'est 1 quart, celui-là au carré 1 quart, plus le module de celui-là 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart. Hein, donc 1 quart plus 1 quart plus 1 quart est égal à 1. Égal 4 divisé par 4, c'est 1. Bien, donc là, on a vu le deuxième cas où le spectre était discret et non dégénéré. Alors, le dernier cas maintenant, lorsque le spectre il est continu et non dégénéré, donc on a vu la variable alpha qui était la valeur propre continue. Donc, on va exprimer la probabilité élémentaire dp alpha pour que la mesure de l'observable A donne un résultat compris entre deux valeurs alpha et alpha plus d alpha, c'est-à-dire dans un petit domaine. Eh bien, cette probabilité élémentaire est donnée par, bon, vous voyez, on a toujours la projection de psi sur le vecteur de base V alpha qui est un vecteur continu, hein, un vecteur de base continu et qui est vecteur propre de A. OK? Donc, le V alpha, c'est un vecteur propre de l'opérateur A associé à la valeur propre petit a, petit alpha, qui est une valeur propre continue. Donc, on a cette équation valeur propre que je rappelle AV alpha égale à alpha V alpha. Bien, donc je reviens à ma probabilité élémentaire. Donc, c'est la projection de psi, ou bien c'est le produit scalaire de psi avec le vecteur de base V alpha qui forme une base. Hein, donc, je rappelle que V alpha, il forme aussi une base continue dans l'espace des états E.
et on multiplie par l'élément d alpha. Hein. C'est l'intervalle dans lequel on peut trouver la valeur alpha comme résultat de la mesure. Et V alpha donc forme une base continue dans E. Donc l'état du système dans ce cas s'exprime comme une combinaison linéaire de ce vecteur V alpha. Donc vous avez ici la composante C alpha et puis on intègre sur alpha. Donc tout ça, nous l'avons déjà vu dans le formalisme. Et bien maintenant, le C alpha, c'est quoi? Eh bien le C alpha, c'est le produit scalaire de psi par V alpha, tout simplement. D'accord? Donc c'est la même expression que le cas du spectre discret. Donc en remplaçant dans cette expression-là, je remplace le produit scalaire psi V alpha, ce n'est autre que le C alpha. Donc le dp alpha, qui est la probabilité élémentaire pour que le résultat de la mesure de l'observable A donne une valeur entre alpha et alpha plus d alpha, est égal au module de C alpha au carré que multiplie d alpha. Et bien sûr, lorsque je calcule la probabilité totale, donc ça vérifie le fait que l'intégrale sur cette probabilité de P alpha, qui est égale à l'intégrale sur C alpha au carré, le module au carré d alpha, égale à 1, bien qu'il ne représente que le module de l'état psi d'ailleurs. Hein. Ok, donc la norme de psi. Donc la norme de psi, c'est bien est égale à 1. Alors, je termine par l'exemple de cette base continue. Comme je l'ai déjà donné précédemment, c'est l'observable position x. Ok, donc quelle est la probabilité qu'on note dp de x pour que le résultat de la mesure de la position d'une particule donne un résultat compris entre x et x plus dx, hein, c'est-à-dire la probabilité pour trouver la particule dans une position dans cet intervalle dx, entre x et x plus dx. Eh bien, on applique le postulat 4, donc dp de x est égal à le produit scalaire de psi sur le vecteur de base x. Hein. Ce vecteur de base, je rappelle, c'est un vecteur propre de l'observable position x. Okay. Donc, on prend le module au carré de ce produit scalaire psi x qui multiplie la variable dx. Hein. Or, nous avons déjà vu que lorsque on fait la projection de psi sur x, eh bien, ce n'est autre que la fonction d'onde. Hein, donc, la fonction d'onde, ça représente ici dans cette base x, là, la composante du quai de psi, hein, dans cette base x. Donc, c'est le module de psi x au carré dx. Hein, c'est la densité de probabilité de présence que j'ai déjà définie dans le chapitre numéro 1. Dans le chapitre numéro 2 d'ailleurs. Donc la probabilité totale est donnée par l'intégrale sur tout l'espace d'ailleurs. Donc voilà, donc on intègre tout ça, hein, donc c'est dpx qui est égal à l'intégrale du module de la fonction d'onde x carré dx qui est égal à 1. Donc notre fonction d'onde, elle est normée dans ce cas. Voilà donc le postulat numéro 4. Hein, donc on a fait aussi rappel du postulat numéro 3. Donc le postulat numéro 3 qui est sur le résultat de la mesure, ce postulat numéro 4 sur la décomposition spectrale, c'est-à-dire les probabilités pour trouver l'une ou l'autre des valeurs propres de l'observable qu'on mesure. Voilà, donc j'ai terminé cette partie numéro 2 de ce chapitre numéro 4. Hein, donc je vais continuer dans la prochaine vidéo pour la partie numéro 3 pour la suite de l'énoncé des postulats. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.